Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une réalité complexe et bouleversante, le parcours des réfugiés à travers l'Europe. On entend très souvent parler de frontières et de politique migratoire, mais on va regarder ce que ça signifie concrètement sur le terrain. À travers des témoignages directs, on va suivre les traces de ceux qui fuient des pays comme l'Éthiopie, le Soudan ou l'Afghanistan. L'idée, c'est de comprendre comment les règles européennes transforment ce qui devait être une quête de sécurité en un véritable parcours du combattant, fait de réseaux clandestins, de blocages et de campements urbains improvisés. C'est parti. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du décalage, écoutez ces mots d'un jeune réfugié afghan. Il dit « Ils appellent ça la longue marche vers la liberté. Nous attendions à avoir un avenir radieux ici, mais c'est plus sombre qu'en Afghanistan. » C'est un constat qui fait vraiment l'effet d'un électrochoc, non? L'expression même de longue marche vers la liberté porte tellement d'espoir, et pourtant, la réalité qui les frappe à l'arrivée s'avère souvent plus terrifiante que les zones de conflit qui viennent tout juste de fuir. Gardez bien ce contraste en tête, car c'est vraiment le fil rouge de toute notre analyse. Première étape de notre décryptage, le goulot d'étranglement en Italie et plus particulièrement les premiers obstacles à 20 000. Pour poser le décor, prenons un chiffre qui donne le vertige, 180 000. C'est le nombre ahurissant de réfugiés qui ont débarqué en Italie en l'espace d'une seule petite année. Imaginez un peu la pression logistique. Le pays s'est retrouvé complètement submergé. Après avoir survécu à la traversée mortelle depuis la Libye, ces personnes remontent toute la péninsule pour arriver à la frontière franco-italienne. Et là, l'Italie, qui est en première ligne, se retrouve au cœur d'une crise monumentale qu'elle ne peut tout simplement pas gérer seule. Et c'est là que la machine bureaucratique se referme comme un piège. En gros, il y a une règle européenne très stricte qui oblige les réfugiés à s'enregistrer et à rester dans le tout premier pays européen où ils posent le pied. Du coup, les autorités italiennes procèdent à des prises d'empreintes, souvent de force. Le résultat, des milliers de personnes se retrouvent complètement coincées. Elles ne peuvent pas avancer légalement vers d'autres pays d'Europe et elles attendent indéfiniment que leur demande d'asile soit traitée, finissant bien souvent par vivre à même la rue. Du point de vue de ces migrants, ce système des empreintes n'est pas du tout perçu comme une procédure d'accueil, mais comme un rejet absolu. Et quand on est poussé dans ces retranchements, on prend des décisions désespérées. Des groupes entiers se retrouvent contraints d'emprunter des chemins illégaux et littéralement terrifiants pour tenter de traverser la frontière. On parle de gens qui marchent pendant des heures dans l'obscurité totale le long des voies ferrées ou pire, directement sur des autoroutes en service. C'est une prise de risque absolue, motivée uniquement par l'incapacité d'avancer légalement. Mais face à eux, la loi est appliquée avec une rigueur implacable. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur, en 2016, la police française a procédé à près de 40 000 arrestations de migrants, et ça, uniquement dans cette zone frontalière. C'est une statistique immense. Ceux qui ont risqué leur vie pour traverser de nuit sont généralement arrêtés au petit matin et renvoyés directement à la case départ en Italie. C'est un cycle d'arrestations et de renvois sans fin qui transforme cette frontière en un mur quasi infranchissable. Passons à la deuxième partie, un réseau souterrain alpin ou comment la solidarité s'organise dans les montagnes. Pour ceux qui parviennent miraculeusement à passer, un réseau clandestin assez incroyable s'organise dans les Alpes françaises. Et attention, ce réseau n'est pas géré par des institutions, mais par des citoyens ordinaires. Prenez l'exemple très connu de la ferme de Cédric, perchée en haut des montagnes. Il a carrément transformé son arrière-cour en camp de transit pour héberger des centaines de migrants. Sauf que, selon la loi, aider des personnes en situation irrégulière constitue un délit. Cédric a d'ailleurs fini par être arrêté et condamné par la justice. Et cette situation génère une tension et une colère immense chez les locaux. Françoise, une autre habitante de la région, qui a hébergé jusqu'à 25 réfugiés en même temps chez elle, le dit très clairement. Ce n'est pas normal que nous, citoyens, devions faire le travail de notre gouvernement. On sent un sentiment d'abandon profond. Ces gens voient l'inaction des pouvoirs publics et se sentent obligés d'intervenir pour éviter des drames humains à leur porte. Mais en faisant ça, ils s'exposent directement à de lourdes poursuites judiciaires. Au milieu de tout ça, il y a un fait démographique absolument crucial qu'il ne faut pas oublier. La majorité de ces voyageurs ont 18 ans ou moins. Oui, on parle en grande partie d'enfants et d'adolescents non accompagnés. Ils ont fui l'enfer de pays comme l'Éthiopie ou le Soudan, convaincus qu'ils auraient été tués s'ils étaient restés. Leur traumatisme s'exprime à travers des dessins enfantins illustrant des traversées en mer cauchemardesques. Ça humanise brutalement les statistiques. On n'est pas face à des adultes en quête d'un emploi, mais face à une jeunesse en fuite et extrêmement vulnérable. C'est justement cette vulnérabilité extrême qui nous amène au cœur d'un grand débat sur le droit humanitaire. Selon de nombreux avocats et défenseurs des droits de l'homme, bloquer, détenir et renvoyer des mineurs isolés est une violation pure et simple des principes du droit international. On a donc un affrontement direct, d'un côté la volonté des États de maintenir des frontières strictes, et de l'autre des obligations internationales exigeant la protection inconditionnelle des enfants en danger.
Ce qui nous amène à notre troisième partie, l'impasse de Calais face à la frontière hermétique du Royaume-Uni. Si on remonte tout au nord de la France, la frontière pour passer en Angleterre est littéralement scellée. Ce blocage total a donné naissance à ce qu'on a appelé la tristement célèbre jungle de Calais. À son apogée, c'était 8000 personnes entassées là. Une véritable petite ville de fortune, regroupant des milliers de vies piégées par la géographie, cherchant tout un moyen de franchir un canal infranchissable. Une telle concentration de détresse humaine rendait la situation complètement instable. La résolution de cette impasse par les autorités a pris la forme d'un démantèlement massif qui a viré au chaos complet. Pendant l'évacuation, de multiples incendies ont éclaté un peu partout, ravageant rapidement les abris. Les rapports de l'époque soulignent d'ailleurs que les autorités ne semblaient pas vraiment pressées d'éteindre les flammes. Les responsables d'ONG sur place étaient totalement désespérés de voir leurs infrastructures partir en fumée. Et pendant plusieurs jours, des milliers de réfugiés ont erré dans la plus grande des confusions, au milieu des ruines. Quatrième et dernière étape, nulle part où aller à Paris, où la dure réalité du déplacement urbain. Après la destruction de camps comme celui de Calais, beaucoup de réfugiés ont été mis dans des bus et ont fini par converger vers la capitale. Et là, c'est le début d'un cycle infernal. Jour 1, un campement de tentes s'installe par nécessité sur un trottoir parisien. Semaine 2, les autorités arrivent et démantèlent le camp, envoyant tout le monde vers des centres d'accueil qui sont déjà saturés. Résultat, quelques semaines plus tard, le système déborde, ces personnes sont expulsées à nouveau et se retrouvent contraintes de reconstruire une tente un peu plus loin. C'est un déplacement perpétuel. Au milieu de cette crise, il faut vraiment écouter les mots de Manuel, un jeune de 23 ans. Il explique « Je n'ai jamais souhaité être un réfugié. Je ne veux pas m'imaginer venir en France pour commencer à dormir dans la rue alors que j'ai une bonne maison là-bas. » Ça remet les choses en perspective de façon très puissante. Personne ne quitte le confort de son foyer de gaieté de cœur pour finir sur un bout de trottoir à Paris. C'est une question de survie pure, ce qui démontre totalement l'idée reçue d'une simple quête d'opportunisme. Si on devait faire la synthèse de cette analyse, c'est vraiment le choc frontal entre deux réalités. L'attente, d'un côté, l'image d'une Europe synonyme de liberté, sans frontières, avec la promesse d'un futur radieux. Et de l'autre, la réalité implacable documentée sur le terrain. L'obligation des prises d'empreintes qui bloquent les parcours, les marches clandestines et dangereuses, les camps systématiquement détruits et ce cycle infini d'expulsion. C'est la collision brutale entre un idéal théorique et une mécanique bureaucratique très stricte. Et cela nous amène à notre réflexion finale. À la lumière de tout ce parcours sinueux, des routes dangereuses de Vintimille ou tentes calcinées de Calais jusqu'au trottoir de Paris, une grande question demeure. Qu'advient-il vraiment de la promesse des droits de l'homme, quand le besoin instinctif de sécurité se fracasse contre un système conçu pour filtrer, bloquer et démanteler? C'est une contradiction profonde qui interroge l'identité morale même de l'Europe d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour un nouveau décryptage.